Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 19 février à la une de l'actualité. Sur invitation du chef d'état-major rwandais de défense, le général d'armée Saïd Chengeleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame ce lundi une visite officielle en République du Rwanda. Le sommet des pays exportateurs de gaz en préparation à Alger zoome ce soir sur le rôle du gaz naturel, principale source de production d'électricité en Algérie. L'exemple avec la centrale d'In Amenas dont les capacités sont en hausse. La laiterie de Sétif, filière du leader national public, fait peau neuve. Le but, améliorer le rendement et continuer à répondre à la demande nationale face à des équipements, grâce à des équipements dernière génération. Reportage tout à l'heure. À l'étranger, Gaza s'enfonce dans une crise humanitaire aiguë alors que les bombardements sionistes se poursuivent. Nous ferons un point de situation au moment où la Cour internationale de justice entame ses audiences. Une caravane de partage et d'échange entre jeunes Algériens d'ici et de l'étranger, des activités au programme pour accompagner le parcours depuis Oran jusqu'à Janet. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, sur invitation du général d'armée Moubarak Muganga, chef d'état-major de défense rwandais, le général d'armée Saïd Chengeleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame aujourd'hui, ce lundi, une visite officielle en République du Rwanda. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées rwandaises, les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Le sommet des pays exportateurs de gaz en préparation à Alger. L'on s'intéresse justement au rôle du gaz naturel dans la production électrique. À la centrale d'In Amenas, relevant de la direction régionale de Stah, l'unité a une capacité de 108 MW. Elle est censée augmenter la production électrique nationale de 5,2% d'ici 2026. Yamina Saïdji. L'Algérie mise sur le développement de sa production gazière pour atteindre environ 146,7 milliards de mètres cubes d'ici 2028. Dans le cadre d'une stratégie élaborée par le secteur de l'énergie, le gaz naturel, une ressource indispensable pour la production d'électricité, comme dans cette centrale électrique à gaz près d'In Amenas, relevant de la direction régionale de Stah, qui est rattachée au groupe Sonatrach avec une capacité de production estimée à 108 MW. Cette centrale est composée de deux unités de production d'électricité. La première a lancé sa production en 1987, tandis que la deuxième a été lancée en 2012. La centrale utilise 6 générateurs fonctionnant au gaz naturel fournis par le gisement de gaz d'Arar. Elle est équipée des dernières technologies de contrôle et de surveillance dans le système de contrôle et d'acquisition de données SCADA et le système PCS. La centrale électrique est exploitée et financée par les recettes du gaz naturel liquéfié, fournissant de l'électricité à plusieurs régions reculées, notamment les régions d'Ouhanet et Timroulin. La centrale électrique de la direction régionale de Stah n'est pas connectée au réseau national de Sonalgaz. Elle est en mesure de garantir l'approvisionnement en électricité des différentes unités de production et des bases de vie relevant de la direction régionale Stah, du groupe Sonatrach, Sinopec ainsi que du champ Woudjili d'In Amenas. La centrale électrique à gaz contribuera à partir de cette année et jusqu'à 2026 à augmenter la capacité de production d'électricité en Algérie à hauteur de 5,2%. La souveraineté numérique en tête de l'agenda de l'État. Affirmation ce lundi du ministre de la Communication. Mohamed Lagab a soutenu que la concrétisation de l'agenda nécessitait la conjugaison des efforts de tous. Il s'exprimait à l'ouverture des travaux d'un colloque international sur la souveraineté numérique de l'État, politique et expérience comparée. Problématique justement abordée par des experts, des enseignants, des représentants d'institutions constitutionnelles. Un événement organisé par la faculté des sciences
sciences politiques et des relations internationales. Je vous invite à écouter le ministre de la Communication. La concrétisation de la souveraineté numérique n'est pas chose facile. C'est un processus complexe et très coûteux qui nécessite la mobilisation de beaucoup de moyens matériels et humains et la conjugaison de tous les efforts. Il est aussi primordial de faire preuve d'initiative et d'assiduité pour parvenir à la fabrication de l'outil numérique et à la production de contenu, tout en focalisant les efforts sur la protection des citoyens contre les dangers de la désinformation à travers l'espace numérique. Se renouveler, c'est durer. C'est la politique adoptée par la laiterie de Sétif, filière du leader national public, qui s'est dotée d'équipements dernière génération. En plus des 350 000 litres de lait traités par jour, l'usine diversifie sa production, se lançant dans la fabrication de fromage, le stockage également conséquent de matières premières pour parer à toute éventuelle pénurie. Reportage de Naïm Alouali. À l'usine de Sétif, les ouvriers s'affairent à installer le nouvel équipement fraîchement acquis à des dizaines de milliards de centimes en attendant de recycler le vieux matériel obsolète. Le CIP a été changé à 100%, c'est pour avoir une nouvelle technologie. En même temps, nous avons acquis un pasteurisateur de crème qui va nous valoriser le lait cru qu'on est en train de collecter actuellement. Ces équipements sont très importants pour cette laiterie parce qu'actuellement on est en train de collecter plus de 50 000 litres de lait cru jour, donc on doit le valoriser. Ces équipements, bien sûr, nouvellement acquis, servent à mettre à la disposition du consommateur un produit sain et très sûr. Considérées comme le poumon de l'usine, ces installations traitent jusqu'à 350 000 litres par jour. Outre le lait pasteurisé en sachet, l'usine s'est lancée dans la fabrication de la pâte pressée, un fromage proche du cheddar dont le goût et la qualité sont uniques. Mais encore, la laiterie a pris les devants contre tout spectre des pénuries en sachets de lait en procédant au stockage conséquent des matières premières. À base de lait cru, nous fabriquons de la pâte pressée. Nous travaillons aussi à base de lait cru. Le lait cru, donc, c'est la production nationale. C'est un point des 54 points du président de la République pour le développement de cette filière, justement pour atténuer la facture d'importation de poudre de lait. Nous avons des stocks de sécurité, donc aucun souci. Nous travaillons 7 sur 7, en 3 x 8, et 365 jours sur 365 jours. Tous les consommateurs, il n'y aura aucun problème, aucune pénurie. Même les jours quotidiens. Couvrant 90% des besoins de la région, l'usine peut davantage augmenter ses capacités de production liées à la croissance du cheptel bovin dans les hauts plateaux. Les nouveaux défis de l'assurance dans l'accompagnement des mutations économiques, thème abordé ce lundi à Alger, une journée d'études organisée par la CAT où les spécialistes du domaine se sont penchés sur les moyens de s'adapter aux besoins d'un monde économique en pleine évolution et à tous les niveaux. Compte rendu de Badia Mardi. Les assurances qui ont déjà un rôle primordial dans la couverture des différents sinistres et les risques majeurs se préparent pour faire face aux nombreux autres risques émergents liés notamment au changement climatique avec toutes les catastrophes qui peuvent en découler dans les incendies et feux de forêt. Les tremblements de terre, c'est devenu un risque normal. Les inondations, les tornades, c'est devenu des risques tellement fréquents et c'est des risques dévastateurs. Donc les assureurs sont en première ligne pour réfléchir, trouver des solutions permettant aux entreprises, au tissu économique, aux personnes en Algérie de pouvoir, le moment venu, trouver. Donc ce n'est pas un problème de prix d'abord, c'est un problème de capacité. Il faut d'abord chercher les capacités. On doit s'organiser pour couvrir à la fois les risques qui vont venir des changements climatiques. Aujourd'hui, on est face à un dilemme qui est la multiplication des catastrophes naturelles, l'explosion des coûts de reconstruction, mais qui ne peuvent pas être entièrement couverts par les assureurs
$, puisqu'il y a un déséquilibre entre la cotisation des assurés et le coût des couvertures des assurances. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de prémunir ces acteurs-là contre ces risques futurs qui vont impacter notre économie nationale. Vous l'avez vu à travers ma présentation, 3% de PIB en moins à l'horizon de 2030, c'est 10% d'inflation supplémentaire et c'est également des destructions humaines, matérielles et immatérielles extrêmement importantes. Donc aujourd'hui, ce qu'il va falloir, c'est nous adapter, nous préparer et surtout mettre en place des stratégies. Autre volet important, l'assurance des catastrophes et risques technologiques, notamment les cyberattaques dont de plus en plus d'entreprises en font les frais de par le monde. L'Algérie n'est pas à l'abri de ce genre d'attaques, d'où la nécessité de se prémunir à travers des mécanismes adaptés. Mais également les risques liés au développement technologique, les cyberrisques qu'on vient de voir. Les cyberrisques aussi ont un impact réel, certain, sur le fonctionnement des entreprises. Ce que nous pensons que pour pouvoir faire face à ces risques, les sociétés d'assurance, quelle que soit leur capacité financière, parce qu'il s'agit de mettre en place, d'avoir des capacités financières, quelle que soit leur capacité, ne pourront jamais faire ça toutes seules. Donc, évidemment, il y a l'assurance, il y a la réassurance nationale, il y a la réassurance internationale, mais il y aura aussi forcément l'intervention de l'État dans le cadre d'un dispositif national qu'on mettra où les assureurs et les réassureurs vont jouer bien sûr les premières lignes, mais si ce dispositif à l'occasion d'un sinistre catastrophique s'avère insuffisant, l'État devra évidemment intervenir. Les assurances et réassurances ont un rôle prépondérant à jouer dans la prise en charge des risques majeurs. Des pertes économiques importantes peuvent en découler, d'où l'importance de développer des produits d'assurance à tarifs attractifs pour inciter les particuliers et les entreprises à y souscrire. À l'étranger, la situation à Gaza est au point mort. Pas d'aide ou presque acheminée à l'intérieur à cause du blocus sioniste enfonçant la population palestinienne encore plus dans une crise humanitaire aiguë alors que les attaques de l'occupation israélienne se multiplient dans le centre et le sud de l'enclave, faisant des dizaines de morts quotidiennement. Yamina Stage. La bande de Gaza et la Cisjordanie sont toujours sous les feux des bombardements sionistes. Les avions de l'armée d'occupation ont pilonné dès l'aube le quartier d'El Zaytoun au centre de la ville de Gaza, faisant des dizaines de martyrs. Un nombre important de victimes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, alors que la route est barrée devant les ambulances et les équipes de la protection civile pour les empêcher de leur porter secours. La ministre palestinienne de la Santé a déclaré que l'armée sioniste menait une guerre génocidaire contre les hôpitaux sous les yeux du monde, soulignant que les attaques sionistes intenses et continues contre le complexe de l'hôpital Nasser ont entraîné l'arrêt des générateurs, mettant en danger la vie des patients placés sous respirateur dans l'unité de soins intensifs et celle des nourrissons prématurés. L'hôpital Nasser, situé à Khan Younes au sud de l'enclave, est constamment ciblé par les assauts sionistes, s'en prenant au personnel médical et aux patients encore sur place. Le bombardement de l'hôpital a entraîné la mort d'un nombre indéterminé du personnel de Médecins sans frontières. L'électricité a été coupée du complexe médical pendant 3 jours, ce qui a entraîné l'interruption de l'alimentation en oxygène médical, provoquant la mort de 8 patients jusqu'à présent. Les hôpitaux El Emel et Absen ont également été ciblés ce matin. À El Khalil, en Cisjordanie occupée, l'armée sioniste a mené une nouvelle incursion au centre-ville, s'en prenant à de nombreux habitants et saccageant sur son chemin des dizaines de véhicules et biens appartenant aux Palestiniens. À Naplouse, un jeune Palestinien a été tué par les soldats sionistes dans un point de contrôle. Et la Cour internationale de justice a entamé ce lundi les audiences publiques consacrées aux conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'entité sioniste en Palestine occupée. Pendant une semaine, 55 équipes juridiques d'une cinquantaine de pays devront exposer leurs arguments devant les juges de la Cour. La parole a été accordée en premier au ministre palestinien des Affaires étrangères, Nakhla Al-Arabi. Intervenant à l'entame des audiences publiques consacrées à la demande d'avis consultatifs sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'entité sioniste en Palestine occupée, le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, Riyad El-Maliki, a déclaré que le droit à l'autodétermination du peuple palestinien qui subit le colonialisme et l'apartheid n'est pas négociable et que l'occupation sioniste doit prendre fin sans condition. Il a appelé la Cour internationale de justice à mettre fin à la politique des 2 poids 2 mesures qui a valu des décennies d'impunité à l'occupant sioniste. Palestine was not a land without a people.
1,7 million de Palestiniens vivent comme des sous-citoyens sur leur propre terre et leurs droits fondamentaux sont bafoués. La Palestine n'a jamais été une terre inhabitée, il y a toujours eu une vie politique, culturelle, sociale et religieuse. L'entité sioniste a largement prouvé ses intentions expansionnistes en détruisant Gaza, en tuant des dizaines de milliers de Palestiniens dont la plupart sont des enfants, faisant des milliers de blessés traumatisés à vie et autant d'orphelins et en déplaçant 2 millions de personnes qui n'ont aucun endroit où s'abriter. Ce génocide est le résultat de l'impunité et de l'inaction envers l'entité sioniste. Chaque parti aura une demi-heure pour dénoncer le génocide et les pratiques de l'entité sioniste en Palestine. Au total, 55 équipes juridiques présenteront d'ici à lundi prochain leurs arguments devant les 15 juges de la Cour de justice internationale. Les interventions se focaliseront sur le génocide dont est victime le peuple palestinien. Elles porteront aussi sur les effets juridiques induits par la violation depuis 1967 par l'entité sioniste du droit international que nul ne semble pouvoir arrêter. Si elles ne seront pas contraignantes, les décisions des juges de la Cour internationale de justice restent importantes, estiment les experts. Et en parallèle à l'agression sioniste à Gaza, l'aviation sioniste a lancé cet après-midi plusieurs raids visant différentes zones du sud du Liban, notamment Al-Ghaziya, Saïda, Saïd el-Jabal ou encore à Hadassia. Hier, c'est les régions d'Anabatia, Haïtaroun, Haïta, Yaroun qui ont été cibles d'attaques ayant causé la mort de plusieurs civils et des blessés. Des familles ont dû quitter leur maison dans ces régions. Réunion ordinaire des consuls et consuls généraux algériens en France autour de l'amélioration des services consulaires, les préparatifs également du mois de Ramadan, période où toutes les représentations diplomatiques et consulaires sont appelées à se mobiliser. Le compte rendu de notre correspondante Afaf Beloujet. Quelles sont les avancées réalisées et les défis qui restent à relever dans le cadre de l'amélioration des prestations consulaires? C'est l'un des axes majeurs de la réunion ordinaire des consuls et consuls généraux algériens en France, première du genre cette année. Monsieur le Président de la République suit cela de très près. Vous savez à quel point la communauté nationale à l'étranger lui tient à cœur et tous les chefs de poste consulaires sont au premier plan pour mettre en œuvre la politique de nos hautes autorités à l'égard de nos concitoyens. Une mobilisation d'autant plus importante à la veille du mois sacré où nos représentations diplomatiques et consulaires sont appelées à jouer un rôle plus socialo-culturel qu'administratif. Nos chefs de poste consulaires seront amenés à organiser des ftors tout au long du Ramadan, des ftors, des activités culturelles à travers l'Hexagone. La rencontre a été marquée par une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale au lendemain de la journée du Shahid. J'aimerais saisir cette occasion pour saluer l'ensemble de nos compatriotes qui ont commémoré cette journée hier et saluer plus particulièrement tous ceux, et Dieu sait qu'ils étaient nombreux, qui devaient se rendre sur Paris. Ça n'a pas pu se faire suite à l'interdiction préfectorale qui a été émise, mais en tous les cas les saluer et leur rendre un vibrant hommage. Un mot d'ordre donc d'une mobilisation consulaire générale au service de la communauté, un souhait moult fois exprimé par nos ressortissants. À propos des commémorations de la journée nationale du Shahid, les Algériens établis à l'étranger ont tenu à marquer l'une des dates les plus significatives du passé révolutionnaire du peuple algérien. Beaucoup se sont donné rendez-vous dans les places publiques de plusieurs villes du monde. Malika Blel. La communauté algérienne établie en Italie et dans un élan patriotique exceptionnel a répondu présente. L'occasion d'évoquer les étapes importantes de la guerre de libération nationale et les sacrifices des martyrs. La communauté a démontré une fois de plus son fort attachement à la mère patrie avec la levée de l'emblème national en signe de préservation du serment des Chouhada. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour commémorer la journée nationale du Shahid en reconnaissance au sacrifice consenti par nos valeureux Chouhada et pour renforcer les liens intergénérationnels. Nous exprimons également notre gratitude envers le président de la République Abdelmajid Tebboune pour ses attentions envers la communauté algérienne établie à l'étranger ainsi que pour les facilités et l'intérêt qu'il leur accorde.
Même ambiance en Espagne où cette commémoration a été l'occasion pour les Algériens établis dans ce pays de réaffirmer l'importance qu'ils accordent à leur histoire ainsi que leur engagement à préserver le lien sacré avec leur glorieux passé révolutionnaire. À l'occasion de cette commémoration, nous condamnons fermement les actes de génocide et de déplacement forcé subis par le peuple palestinien aux mains des forces d'occupation sionistes, en l'absence de la communauté internationale et des Nations Unies pour fournir une assistance humanitaire. Nous remercions notre pays qui continue de condamner cette violence, notamment le président de la République, Abdelmajid Tebboune. C'est également dans la dignité et la fierté que la journée du Shahid a été commémorée au Canada. Ils étaient nombreux à se rassembler, drapeau algérien à la main et chantant haut et fort l'hymne national et autres chants patriotiques, symbole de la fidélité aux martyrs qui ont mis leur idéal de liberté au-dessus de tout. Et toujours à l'occasion des célébrations de la Journée nationale du Shahid, le Conseil supérieur de la jeunesse organise en partenariat avec la Grande Mosquée de Paris une caravane d'échange entre les jeunes du pays et ceux établis à l'étranger. Sous le slogan « La patrie nous réunit », cette caravane a pris le départ de Pierre-Oran jusqu'à Djanet avec une escale à Illizi. Plusieurs activités sont au programme. Ikram Qadi, Rina Lorari. C'est ici, au cœur du sud algérien, précisément à Ihrir, dans la wilaya de Djanet, qu'a fait halte cette caravane d'échange composée de 40 jeunes, dont 19 du pays et 21 membres de la communauté nationale à l'étranger. Une escale qui leur permettra d'explorer et d'aller à la découverte des sites touristiques et archéologiques de la région. Dès qu'ils ont foulé le sol de l'oasis d'Ihrir, les jeunes issus de la communauté nationale à l'étranger ont été captivés par la beauté du site. C'est une opportunité exceptionnelle auquel on a pris part ici à Djanet. Franchement, la découverte de la couleur des terres, c'est extraordinaire. On a vu des terres rouges, des terres noires. Je me suis demandé si ici ce n'était pas un océan, tellement qu'il y a de la végétation, de l'eau. C'est vraiment incroyable, c'est exceptionnel. On est donc arrivé ce matin à Ménilizi. Donc la route, elle est magnifique, incroyable. On a vu des paysages à couper le souffle. Où Djanet Ranafiha, on est en train de découvrir. Donc c'est une ville incroyable, magnifique, très verte pour une ville dans le désert. Où Inch'Allah, on va découvrir encore davantage sur le peuple ou sur la culture de Djanet. Nous avons commencé notre voyage d'In Amenas en passant par Illizi. Et aujourd'hui, nous débutons la visite de la wilaya de Djanet à partir d'Ihrir, l'une des plus anciennes régions du Tassili Najer. Ces jeunes ont pu découvrir les potentialités touristiques du Sahara algérien, en particulier les dunes de sable, les lacs et les oasis. Outre les circuits touristiques, les invités de Djanet ont animé des ateliers de réflexion sur certaines questions de développement en compagnie de jeunes locaux. Une occasion de promouvoir les échanges d'idées, mais aussi de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle algérienne, tout en renforçant le sentiment d'appartenance des jeunes à leur patrie. Le voyage, c'est aussi un moyen de faire un échange avec les locaux. Donc, Shabab, les Saknin, fait Djanet, fait Illizi. Nous avons eu l'opportunité de prendre part à cette caravane. Tout est bien organisé. Nous avons pu échanger avec les jeunes de la communauté nationale à l'étranger et partager avec eux nos coutumes et traditions. Je suis très contente d'avoir pu découvrir le Sahara algérien. Je suis émerveillée par ces paysages captivants. Cette caravane a été nommée caravane d'échange comme elle favorise le dialogue interculturel entre les jeunes Algériens, ceux issus de la diaspora à l'étranger et ceux résidant en Algérie. Entre les discussions animées et les multiples activités auxquelles ils ont pris part, ces jeunes Algériens ont vécu des moments riches en échange et en partage, tissant des liens forts et créant des souvenirs mémorables, avant de poursuivre leur périple à la découverte de l'Algérie sous le slogan « La patrie nous réunit ». Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.